Hello Manon, Coucou, ça va? ça va et toi? Oui, très bien. Ponctuel, nickel. T'as Euh, vu? 13h00. J'étais en train de préciser pour les gens qui nous ont rejoints en t'attendant que ce live sera disponible sur notre feed. Donc si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions qui seront posées, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on essaiera, ou Manon ou nous, de venir y répondre ensuite. Pour commencer, je te propose de te présenter Manon, pour potentiellement les personnes qui ne te connaissent pas. Ok. Je m'appelle Manon, je suis orthophoniste. Je reçois essentiellement des patients qui présentent un trouble alimentaire pédiatrique dans mon cabinet. Et j'accompagne les parents vers la diversification la plus autonome et la plus cool possible. Ok. Et tu as aussi le compte Instagram d'Aroni Food Club. Tout à fait. Tout qui, à fait. qui compte beaucoup de followers et qui est bien suivi et bien connu des parents, notamment des parents BABA. De mon côté, vous me connaissez certainement beaucoup moins. Donc, je le disais tout à l'heure, je suis Sabrina, chef de produit chez BABA depuis 7 ans maintenant. Et je m'occupe principalement de la catégorie repas d'un point de vue apprentissage de l'alimentation. Donc là où nos deux univers se rejoignent avec Manon. Manon et moi avons travaillé depuis déjà quelques mois, presque un an maintenant, sur un projet en commun qui sont des pré-cuillères et des pré-couverts qu'on a lancés très récemment en début d'année, qui ont plu à beaucoup de personnes et on en est ravis. Et au détour de cette collaboration, on s'est dit que c'était aussi l'occasion de justement faire ce genre de contenu un peu plus informatif pour répondre aux questions que les parents peuvent se poser. Écoute, je te propose de commencer. Manon, donc déjà merci à toutes les personnes qui ont posé des questions donc sur la boîte à questions qu'on a postée la semaine dernière. Vous avez été nombreux, on a essayé de les réunir en thème afin de répondre plus largement à celles qui revenaient le plus souvent. Donc la première qui est relativement large, qui était un peu le thème d'aujourd'hui, c'est en quoi consiste l'alimentation autonome? À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer? Et c'est un peu lié. Quelle est la différence entre alimentation autonome, DME, diversification classique? Parce que beaucoup de personnes semblent perdre un petit peu. Ouais. Alors, on va se faire un petit topo. Globalement, la diversification, c'est quand on commence à amener des aliments complémentaires au lait. Donc, ce qu'on sait dans les recommandations européennes, c'est que c'est cool de commencer la diversification entre 4 et 6 mois révolus. Donc, entre le début du 5e mois et le début du 7e mois. Dans cette période-là, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique qui dirait c'est 5 mois et 1 mois le mieux. C'est vraiment comme vous voulez dans ce laps de temps-là, en fonction de vous et en fonction de ce que vous montre votre bébé. Ensuite, ce que souvent on connaît, c'est la diversification classique, c'est-à-dire qu'on va commencer avec des textures très lisses et petit à petit, on va faire évoluer ces textures vers les morceaux. Et puis, de plus en plus, on entend parler de la DME, donc la diversification menée par l'enfant, où le parti pris, c'est de commencer directement en proposant aussi des morceaux qui vont être adaptés aux compétences de l'enfant. Donc, en général, c'est des morceaux qui s'attrapent facilement, qui sont fondants en bouche, etc. Et du coup, moi, j'ai fait un peu un mix des deux. C'est pour ça que je parle d'alimentation autonome. C'est-à-dire, en fait, le but du jeu, ce serait de proposer le maximum d'autonomie à table à vos bébés, peu importe la texture finalement, que ce soit en lisse ou en morceaux, mais essayer de vraiment donner le contrôle au bébé pour appréhender sa découverte alimentaire. Ok, c'est très clair. Tant mieux. Et du coup, en lien avec ce que tu viens de décrire, du coup, ce qui est beaucoup revenu comme question, c'est quels ustensiles utiliser, comment apprendre à mon enfant à utiliser des ustensiles, puisque déjà on lui apprend entre guillemets à manger des solides, enfin des aliments solides, et beaucoup de parents s'interrogent sur comment introduire des couverts, des cuillères, quel type de couverts, comment lui apprendre à les maîtriser. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet comme conseil? Ben, alors d'abord, l'ustensile le mieux du mieux du mieux, ça reste les mains de vos enfants, parce que en attrapant lui-même, etc., il va avoir une multitude d'informations sensorielles, donc il va être vraiment sur un éveil sensoriel important. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, les mains, ça peut, bon, arrive un âge où on est là, genre, bon, on peut peut-être utiliser des couverts. Et puis même pour les tout petits,
Pour proposer de l'autonomie sur les textures lisses, les mains, c'est relou, quoi. Enfin, c'est compliqué pour l'enfant. Il va pas tremper sa main dans le bol et avoir de la purée. Il peut, mais ça en met partout. Donc, dès tout petit, en fait, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle, enfin, le fait que l'enfant il réussisse à attraper, à amener à la bouche. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les bébés, quoi que vous leur mettiez dans la main, hop, le réflexe c'est d'amener à la bouche, parce que l'enfant au démarrage, il découvre le monde par la bouche. Donc, très tôt, ça peut être cool sur les textures lisses, justement, d'avoir des pré-cuillères que l'enfant va attraper. Vous le trempez dans la cuillère avec lui, hein, dans la purée avec lui. Et ensuite, il va amener à la bouche. Du coup, il va être autonome sur sa découverte des textures lisses. Et ensuite, sur les plus grands, souvent, ils apprennent par imitation. C'est-à-dire qu'à force de partager des repas en famille, d'être à table et de voir les adultes avec des couverts, ils vont se dire, attends, qu'est-ce que c'est que ce machin? Moi aussi, j'en veux un. Alors, on peut tout à fait leur donner une cuillère ou une fourchette d'adulte et lui dire, ben vas-y, essaye. Le truc là-dedans, c'est que ben, il va essayer, mais c'est un peu comme si moi je mangeais avec une énorme fourche. Enfin, en termes de taille, de proportion, on n'est pas bon. Et du coup, ça peut être cool d'essayer de trouver des ustensiles qui vont vraiment partir des compétences motrices et oromotrices de votre enfant pour le mettre en réussite et que du coup, ben, quand il utilise l'ustensile, ça fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'utiliser un ustensile une fois, j'arrive pas à piquer, il est trop grand, il est trop petit, il est trop machin. J'essaie une deuxième fois, une troisième fois, la quatrième fois, laisse tomber, j'ai pas compris ce que tu voulais de moi avec cet ustensile, donc je laisse tomber. Donc c'est cool d'aller chercher des ustensiles et c'est comme ça qu'on a pensé toute notre collab en réalité. Tous les allers-retours qu'on a fait, tous les tests qu'on a fait, vous chez vous et puis moi avec mes petits cobayes à la maison, c'était vraiment de se dire est-ce que ça s'attrape facilement, que ce soit en prise palmaire, en prise tripode, enfin ou même avec la pince, que ça s'attrape facilement, que ce soit fin pour qu'on puisse facilement le mettre en bouche, et puis pour les précouverts, on est allé chercher l'inox pour que ben, ça fasse sa fonction. La fourchette, on veut qu'elle puisse piquer les aliments pour que l'enfant il soit tout de suite en réussite. Ok. Et donc, du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Si l'enfant, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, ça ne fonctionne pas, tu conseilles quand même de continuer avec ces ustensiles, de repasser un petit peu avec les mains, d'essayer de le laisser découvrir, grosso modo? Ouais, en fait, je dirais de ne pas avoir d'attente, c'est-à-dire qu'on considère que un enfant il commence à être autonome avec des couverts aux alentours de 2 ans. Mais même à cet âge-là, c'est encore très coûteux au niveau attentionnel, c'est hyper énergivore et tout ça. Donc, moi, je suis assez favorable à ce que vous... En fait, quand est-ce qu'on propose des couverts? Dès que son enfant montre un intérêt. Donc, si c'est à 6 mois qu'il regarde votre cuillère et tout ça, bah, pourquoi pas, allons-y. Et puis après, par contre, être dans de la proposition, mais sans attente. Je n'attends pas d'un enfant de 2 ans qui mange en autonomie proprement avec ses petits couverts. S'il repasse par les mains, pas de problème. Et ça, c'est valable même à 3-4 ans sans problème. Ok, d'accord. Ok. Ça fait rebondir sur une question, mais tu as quand même un petit peu répondu, qui est revenue assez souvent, notamment lorsqu'on a publié la nouveauté sur les précuillères, où les parents demandaient pourquoi des précuillères et pas des cuillères classiques. Tu as un peu répondu. En gros, c'est que l'ergonomie est plus travaillée, plus apte. Ouais. Oui, vraiment, le concept de la précuillère, c'est on vise l'enfant, on a envie de mettre le maximum d'autonomie à disposition à son enfant. Si je lui propose directement une cuillère en inox, mon enfant aux alentours de 6 mois, ce qu'il sait faire, c'est attraper quelque chose et l'amener à la bouche. Donc avec de l'inox, c'est cool, hein, ça peut fonctionner, mais la purée, elle risque de tomber de la cuillère, etc. Que avec les pré-cuillères, comme l'embout il est texturé, ben du coup ça va maintenir la texture lisse sur la cuillère et donc il y a moins de risque de chute et donc ça marche mieux, l'enfant est en réussite, il réussit, on est content, on le filme, on envoie aux grands-parents, enfin c'est la fête et du coup il est amené à recommencer plus facilement. Et il gagne confiance en lui et effectivement, tout le monde est content à la fin du repas. C'est ça. J'ai la question aussi qui est revenue plusieurs fois pendant qu'on est sur ce focus couvert en particulier. On a travaillé ensemble des précuillères, ceux qui ne l'auraient pas compris, et les nôtres n'ont pas de trou.
celles qui existent sur le marché, il y a quand même quelques modèles qui ont un trou sur les précuillères. Donc c'était une volonté de notre part et je voulais avoir ton ressenti sur la raison pour laquelle on a fait ça ensemble. Ouais. En fait, nous, quand on a, enfin, j'ai l'impression que je t'explique notre collab, mais tu le Alors sais, mais qu'on le sait, mais c'est pour l'instant qu'ils vont... Euh, mais du coup, nous, ce qu'on a réfléchi, bon, déjà en priorité, l'objectif c'était d'aller chercher une préhension facilitée, ça je vous l'ai dit. Ensuite, il nous fallait des textures qui permettent de vraiment retenir la purée. On a cherché aussi, et ça on avait beaucoup de tests sur la souplesse au moment, parce que en fait le but du jeu c'est que votre enfant, il va, alors au début peut-être c'est vous qui allez pré-remplir la pré-cuillère, il y a beaucoup de pré, hein, mais ils sont tout petits, donc on leur pré-remplit leur pré-cuillère et ils amènent tout seul à la bouche, ils tétouillent. Mais petit à petit, c'est votre enfant qui va venir tremper dans le bol. Et le problème avec les cuillères qui sont rigides, c'est que du coup, sauf à avoir mis beaucoup de matière dans le bol, ben, il n'y a pas de purée qui va rester sur la cuillère. Que là, nous, on a cherché la souplesse suffisante pour que la cuillère, elle puisse vraiment s'écraser sur le bol, venir récupérer le maximum de matière et que l'enfant l'amène à la bouche. Et ensuite, on a réfléchi aux textures qu'on mettait dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a deux textures différentes. On a vraiment une forme de vague qu'on a pensé pour accompagner le mouvement de la bouche, c'est-à-dire guider le mouvement de la bouche. Sensoriellement, on est vraiment sur des lignes. Enfin, c'est vraiment des vagues, mais en termes de ressenti, on est sur une ligne. Et donc on a exactement ce mouvement de retrait. Parce que dans l'idée, quand on nourrit un enfant, ce qu'on voudrait, c'est toujours qu'il soit autonome. Donc, on va présenter la cuillère à l'enfant. Je prends ma petite bouche pour vous montrer. Et le but du jeu, c'est que plutôt que de faire ça et ensuite de racler la cuillère sur la lèvre supérieure, on va la présenter et ensuite, c'est lui qui fait le travail. Donc, avec cette information sensorielle supplémentaire, ça permet de l'encourager là-dedans. Et est-ce que j'ai tout dit là-dedans? Je crois que j'ai fini, j'ai tout raconté. Et donc l'autre, c'est plutôt les picots pour vraiment retenir le maximum de matière possible. Très clair. Pour moi, c'est très clair. J'espère que pour vous aussi. N'hésitez pas, comme je le disais en début du live, à poser des questions si éventuellement on n'y répond pas. Si on n'a pas le temps pendant le live, on le fera en commentaire plus tard. Bon, pour les couverts, je pense que du coup, on a un peu fait le tour. Le live, c'était aussi l'alimentation autonome en général. Il y a beaucoup de personnes se sont posé la question de connaître quels étaient les essentiels quand on attaquait la diversification alimentaire tout court et encore plus pour apporter de l'autonomie à son enfant. À ton sens, quels sont les outils essentiels pour ça? Alors, je dirais quand même que pour se lancer dans la diversification, on peut se lancer avec un bébé qui a des mains propres et un aliment et YOLO. Après, tous ceux qui y sont passés vont me dire attends, ma cuisine, ça va être un grand bazar. Donc, en effet, on va pouvoir s'équiper. Pour moi, il y a deux pans un peu. Il y a s'équiper pour, je dirais, minimiser la charge mentale en tant que parent et donc continuer à être dans de la proposition de l'autonomie à nos enfants. Donc, c'est tout ce qui est grand bavoir, grand plateau, des choses pour, disons que mon enfant ne socialise pas et puis qu'il puisse rattraper tout seul une chaise haute avec une petite tablette près du corps, etc. Et puis après, il y a toute la partie, toujours pareil, de mettre mon enfant en réussite. Donc, ben pour moi, partant du fait que ça me fait à cœur de mettre au maximum d'autonomie dans les repas des enfants, j'ai envie de dire les pré-cuillères, mais bon, du coup on en a parlé, donc j'enchaîne. Ensuite, on peut penser à un ustensile pour boire. Donc, pour boire, moi, mon truc préféré, c'est le petit verre adapté aux petites mains de l'enfant. Toujours pareil, on pourrait proposer un verre lambda, mais c'est un peu comme si moi, je buvais dans un broc d'eau. Ça se fait, mais c'est moins pratique, vous en conviendrez. Donc, c'est cool de choisir un petit verre. Le problème du petit verre, c'est qu'à 6 mois, ton enfant, il va faire comme ça. Et donc, ça nous règle pas la charge mentale dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai tendance à conseiller à fond les tasses à paille qui ont un capuchon. Du coup, il y en a pas qui tombent partout. Et la paille,
C'est hyper intéressant au niveau oromoteur, bien que on va pas choisir tous ces ustensiles de puériculture en fonction de est-ce que c'est intéressant au niveau oromoteur, mais c'est un petit plus. C'est cool parce que ça va demander un mouvement d'aspiration, que l'aspiration, je vais essayer de rendre ça ludique, mais c'est quand même un tout petit peu technique. Mais à chaque fois que j'aspire, je rétracte ma langue. Le fait de rétracter ma langue, ça vient amener ma langue à son bon positionnement futur. Donc, ça encourage l'enfant à bien positionner sa langue et à pas continuer comme ça à avoir un mouvement de langue avec la langue très en avant. Voilà, donc la paille, c'est cool. Et la paille, c'est très intéressant, même tout petit. Souvent, on dit oui, mais moi, il a que 6 mois, il peut pas boire à la paille. En fait, si, c'est tout à fait possible de leur proposer la paille. Et si vous voulez apprendre à votre bébé à boire à la paille, en fait, l'idéal, c'est de. Donc, je prends la paille. D'abord, je la propose. Je mets un petit liquide un peu motivant. Ça peut être. Je vois juste un truc sur les pailles anti-fuite. Moi, je préfère les pailles sans le système anti-fuite qui ne nécessite pas de pincer la paille. Voilà. Donc, celle-là. En l'occurrence, pour les plus petits, j'imagine, en l'occurrence, parce qu'après, plus tard, du coup, quand ils maîtrisent, j'imagine que c'est. Ouais, complètement. Complètement. C'est vraiment pour le début où, du coup, on leur rajoute quelque chose, mais il en existe plein. Là, j'ai aucun système anti-fuite. Et donc, je vais mettre un liquide un peu motivant. Donc, ça peut être du lait, ça peut être de l'eau, ça peut être un fruit pressé, un truc un peu qui motive. Je mets la paille, je propose. À tout moment, votre bébé, il se met à aspirer. Si vous voyez que c'est pas le cas, vous trempez la paille dans le liquide, vous faites un appel d'air avec votre doigt en haut de la paille. Donc, le liquide, il va être bloqué dans la paille. Vous proposez à l'entrée de la bouche de votre bébé et dès qu'il immisce un petit mouvement de lèvres, hop, je lâche. Comme ça, il comprend que de la paille sort un liquide cool et ensuite je réessaye comme ça. Et puis, il y a des enfants qui vont comprendre tout de suite, d'autres qui vont avoir besoin de plusieurs sollicitations. Ça, c'est pas un souci, on les suit. Mais du coup, tout ça pour dire que c'est possible de boire à la paille tôt. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et ensuite, donc dans les indispensables, c'est moins un indispensable, mais c'est quand même cool. L'assiette compartimentée. Donc vous pouvez très bien prendre une assiette pleine, avec un seul compartiment. Mais moi j'aime bien quand il y a plusieurs compartiments, notamment. Alors déjà pour les enfants à qui on va proposer tout le repas, de l'entrée au dessert, et c'est lui qui choisit son ordre, ben, ça permet de garder un peu une cohérence, puis enfin voilà, de garder une cohérence du repas. Et puis plus tard, pour les enfants qui vont avoir des difficultés avec les doubles textures, de voir la sauce se diriger vers le riz, etc., ça permet d'avoir plusieurs compartiments et donc de les rassurer un petit peu. Et si vous choisissez une assiette compartimentée ou même non compartimentée, essayez de la choisir avec des rebords assez grands parce que ça facilite pour l'enfant d'avoir un rebord grand pour avoir le temps d'attraper sa texture dans l'assiette avant de l'amener à la bouche. Voilà, et vu qu'on est sur les indispensables, je vous conseille évidemment un super livre sur l'alimentation. Tous les conseils essentiels. Voilà. Nickel. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que c'est clair. On a une autre question. On est à 20 minutes. On a encore le temps. On a une question pendant le live en commentaire. Bonjour, mon bébé de 8 mois écrase beaucoup la nourriture, mais ne porte pas toujours à la bouche sur certains repas, voire pas du tout. Ok, alors ça peut être complètement normal. Je vais répondre en général parce que c'est compliqué, là je n'aurai pas assez d'informations. Mais globalement, quand on a un enfant qui a tendance à tout écraser, déjà la première chose, ça pourrait être de se dire, est-ce que je peux pas essayer de changer les textures? C'est-à-dire que si ça s'écrase et que du coup il sait pas quoi en faire, peut-être qu'il faut quelque chose d'un peu plus croustillant. Donc on parle des textures croustilles-fondantes, c'est-à-dire qu'ils vont être croustillantes de prime abord, mais en fait juste avec la salive ça fond dans la bouche
et donc c'est complètement sécuritaire. Donc il y a des petites cracottes comme ça très fines que l'enfant va amener à la bouche et du coup il va sentir que ça croustille. En plus, ça va solliciter sa mastication. Donc dans un premier temps, ça pourrait être de faire ça, et si ça fonctionne, se servir de la cracotte justement pour aller tremper dans des purées, mettre des morceaux dessus, de s'en servir comme un ustensile. Et sinon, ça peut être aussi justement de proposer un ustensile, c'est-à-dire que le fait que l'enfant il ait le morceau sur la fourchette, sur l'ustensile, il est moins amené à l'écraser. Et ensuite, on peut tout à fait guider. Il y a des enfants à qui on propose des sollicitations morceaux comme ça, sauf que nous, en fait, nous, on mange 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois par jour en fonction du nombre de goûters que vous faites. Moi, j'en fais pas mal. Et du coup, on oublie que pour nos enfants, c'est la première fois qu'ils ont accès à autant de goûts, de couleurs, de saveurs, de textures différentes. Et que c'est un truc de fou, en fait. Et donc, nos enfants, on va leur proposer ça, ils sont là, ils écrasent, mais en fait, ils savent pas bien quoi en faire. C'est juste trop sollicitant pour eux. Donc, on peut tout à fait accompagner leurs gestes. Donc, il a écrasé son morceau, pas de problème. Est-ce que je peux lui amener sa main à la bouche, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe? Ça peut être de moi, lui amener le morceau à la bouche, peut-être venir solliciter au niveau des lèvres ou utiliser un ustensile. Et du coup, l'enfant, il n'a pas le morceau dans la main, il a le manche de l'ustensile dans la main. La bouche, dans la main. Oui. Pardon. Oui. Il peut aussi avoir le manche, que ça peut arriver, mais oui, aussi. C'est normalement l'aliment. Et on a eu beaucoup de questions sur l'étouffement, mais c'est un sujet qui nécessite de prendre un peu plus de temps, sans trop se focuser sur l'étouffement en tant que tel ou le risque d'étouffement, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as des aliments que tu conseillerais, comment tu conseillerais de passer au morceau pour les personnes qui soit attaquent la DME dès possible, soit même ont commencé par des purées et veulent commencer à introduire des morceaux sans forcément passer par les étapes dont on parlait tout à l'heure, un peu en version classique? Quel type de morceau, quel conseil tu donnerais pour rassurer les parents souvent et du coup les enfants? Ouais. En gros, les trucs à retenir là-dessus. La première chose, c'est en gros, on va essayer, pour minimiser le risque d'étouffement chez un enfant, mais chez n'importe qui, on va essayer de ne pas proposer de morceaux qui faillent la taille de son larynx. En gros, dans la gorge de tout le monde, mais aussi des enfants, on a 2 tuyaux, je grossis vraiment le trait, un tuyau qui s'appelle l'œsophage qui amène à l'estomac et un tuyau qui s'appelle les voies aériennes, donc c'est la trachée, le larynx, qui amène au poumon. Normalement, un aliment, il passe par l'œsophage, il va jusqu'à l'estomac. Parfois, l'aliment, il va faire fausse route. Alors, évidemment, il y a plein de barrières anatomiques, physiologiques, etc., qui vont l'empêcher de faire fausse route. Mais parfois, l'aliment, il est en train de faire fausse route. Globalement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est il va y avoir des mécanismes de protection comme le réflexe nauséeux, le réflexe de toux, etc. Mais si l'aliment il fait fausse route, ce qu'on veut pas, c'est que cet aliment il puisse obstruer les voies aériennes. Donc on veut pas qu'il soit petit, rond et dur de la taille du larynx de votre bébé, ce qui équivaut à peu près à un diamètre entre le petit doigt et l'annulaire, quoi. Donc typiquement une cacahuète, je vais pas proposer de cacahuète à mon enfant. Et ça, dans les recos, c'est jusqu'à 5 ans, dans le sens où on attend que la mastication elle soit considérée comme mature, ce qui est à peu près aux alentours de 5 ans. Donc ces aliments-là, on va pas les bannir de l'alimentation de nos enfants, on va juste les détourner. Donc proposer, par exemple, la cacahuète, on en parlait, ce sera de la purée de cacahuète. On va couper de sorte que ce soit jamais petit, rond et dur. D'accord. Mis à part ça, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est toujours pareil. Je pars de mon enfant pour le mettre en réussite. Qu'est-ce qu'il sait faire mon enfant aux alentours de 6 mois? Il élève sa langue au palais et donc il va, en élevant la langue au palais, il va entraîner sa mâchoire sur un mouvement masticatoire. Donc, à ce stade-là, on veut des aliments qui vont le mettre en réussite et donc des aliments qui peuvent facilement écraser entre sa langue et son palais. Donc, en fait, pour tester, vous prenez un aliment, vous l'écrasez entre votre pouce et votre index, ce qui correspond à peu près à la force qu'il y a entre la langue et le palais. Et si ça s'écrase facilement, ça veut dire que n'y a pas de souci, on peut le proposer. Ça, c'est un petit peu le test. Et puis, globalement, vous allez voir que à force de propositions,
à force de sollicitation, la langue de l'enfant, elle devient plus mobile en latéral, il commence à être de plus en plus performant et on va s'autoriser de plus en plus de choses. Mais en fait, il y a très très peu d'aliments qui sont interdits. Il y a tout ce qui est petit, rond et dur qu'on détourne. Et puis, il y a tous les aliments à risque bactériologique. Donc, c'est le miel avant 1 an, viande, œufs, lait et poisson cru. Et c'est tout, en fait. Et sinon, on se fait plaisir. Au contraire, allez-y, partez de vos assiettes, partez des plats familiales et vraiment, on inclut le bébé à la table familiale. Ok, merci. On va peut-être terminer avec une dernière question qu'on a eue pendant qu'on en discutait. Bonjour, mon bébé de 6 mois allaité n'est vraiment pas intéressé par la nourriture. Il refuse de mettre à la bouche. Pourtant, il mâchouille bien sa cuillère. Quand commencer à s'inquiéter? Alors, je suis pas sûre d'avoir entendu toute la question, mais il commence à mâchouiller et il met pas à la bouche d'aliments, c'est ça? Un bébé de 6 mois allaité qui ne s'intéresse pas à la nourriture et qui pourtant mâchouille tout ce qu'il a en bouche, et en l'occurrence sa cuillère également. D'accord. Alors, d'abord, je vous rassure, 6 mois, c'est encore le tout début de la diversification. Parce que souvent, on repart de chez les pédiatres avec des fiches avec écrit 6 mois, c'est 250 grammes de machin, et t'es là, oh, qu'est-ce que c'est ce truc, voilà. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est au démarrage de la diversification, si c'est une cuillère, si c'est un petit bout de morceau, c'est déjà cool. On est vraiment sur de la découverte sans attente au niveau des quantités. Si par contre, ça fait un moment que vous essayez et que vraiment votre enfant, bof, je dirais dans un premier temps d'y aller par étapes sensorielles. Donc le laisser justement explorer avec les mains, peut-être l'amener à sentir, jouer avec les épices qui sentent fort et du coup les amener devant son nez, etc. L'inclure dans toute la chaîne narrative du repas, c'est-à-dire manger, c'est pas juste manger, c'est aller sur les étals du marché, c'est découvrir les couleurs, regarder, sentir, entendre la poêle qui crépite et tout ça. Et ensuite, ben, on peut commencer à y aller en sollicitation avec les lèvres, donc proposer de la purée à l'entrée des lèvres, etc., etc. Si vous voyez qu'après plusieurs longues semaines de sollicitation, il n'y a rien trop qui se passe, évidemment, on peut en parler au pédiatre et éventuellement faire un bilan avec un professionnel formé aux troubles alimentaires pédiatriques. Et ça, comment dire, le baromètre pour savoir quand consulter, c'est avant tout votre niveau d'inquiétude. Je pourrais là vous lister des signes d'alerte, etc. Mais en réalité, ce qui doit vous pousser à en parler, c'est simplement votre inquiétude. Si vous vous sentez démuni, si vous sentez que le repas, c'est vraiment pas un plaisir ni pour vous ni pour votre enfant, ben en fait, ça mange pas de pain. Au prochain rendez-vous pédiatre, vous en parlez. Et lui, il sera à même de faire le tri et éventuellement de vous réorienter. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour tous ces éléments.